On va démarrer cette table ronde sur l'empowerment. D'abord, qui est-ce qui veut me traduire empowerment parmi vous quatre, pour commencer? Luigi Flora. L'empowerment, en français, on pourrait dire pouvoir d'agir. C'est la capacité d'un individu à s'autodéterminer et à tenir en fait ses décisions dans l'action. Voilà, le pouvoir du patient. Je vais vous reprendre le micro pour le tendre à quelqu'un qui est vraiment complètement dans ce thème. C'est Françoise Célin qui est avec nous. Françoise, vous êtes vous la fondatrice d'une société unique en son genre en France, on peut le dire aujourd'hui, qui est une société qui s'appelle Expertise Patient. D'abord, qu'est-ce que c'est cette société et surtout, d'où est venue l'idée de cette boîte qui en même temps permet de mettre le patient au cœur de sa propre santé finalement? J'ai été moi-même patiente il y a 20 ans et j'ai été libraire. J'ai décidé de consacrer ma vie à la lutte contre le cancer puisque c'était la maladie qui m'a pris en plein vol à 36 ans. Et j'ai créé plusieurs associations. J'ai œuvré pendant très longtemps dans le milieu associatif et je continue et je suis encore présidente d'un collectif d'associations. Mais j'ai repris je suis allée à l'université des patients. Et là, je me suis dit, mais finalement, arrivé à mon âge, là, j'ai envie de faire quelque chose que j'ai encore jamais fait, c'est créer ma boîte, en me disant qu'aujourd'hui, dans tout ce qu'on prône dans cette expérience du patient, il y a aussi le développement de l'expertise du patient. Et vous faites le distinguo d'ailleurs entre les deux. Et je fais le distinguo parce qu'on a beaucoup parlé d'expérience du patient. L'expérience du patient, c'est aussi encore continuer à voir le patient comme étant donc quelqu'un de malade et qui va pouvoir apporter son expérience et son vécu et faire avancer le système, les dispositifs grâce à cela. L'expertise, elle va encore aller au-delà, puisque c'est vraiment aussi de se dire que finalement, cette école de la vie, elle vient aussi s'appuyer sur une formation. On peut avoir différentes formations, et donc moi, j'en ai fait plusieurs, et qui va asseoir en fait encore cette expérience, et donc apporter une pierre encore supplémentaire, et qui fait qu'on a un regard peut-être un peu plus pointu pour agir sur l'écosystème de santé. Voilà, donc pas uniquement par rapport à sa propre maladie. Vous êtes cette patiente donc qui connaissait votre maladie parfaitement bien sur le bout des doigts, d'où patiente experte, et vous avez aussi l'expérience du coup du parcours de soins. Et ce que vous avez fait avec cette agence, qui est une agence de consulting, je le disais pionnière en innovation sociale, c'est que vous avez un catalogue aujourd'hui de patients experts que vous proposez. Alors à qui? À des établissements de santé, des hôpitaux, des startups qui vont avoir besoin du retour de ces patients. C'est comme ça que vous fonctionnez? Oui. J'ai rencontré beaucoup de patients, donc pas forcément qu'à l'université des patients. Et j'ai repéré aussi des personnes où je dis, ces personnes-là, je peux peut-être les conseiller auprès de mes clients. Sachant que justement les clients, ça peut être à la fois des personnes qui sont des startups. Là, par exemple, on a beaucoup parlé des applications digitales. Moi, j'ai un client qui crée des thérapies digitales. Donc là, c'est sur prescription médicale. Ça peut être quoi, par exemple, une thérapie digitale? Une thérapie digitale, c'est à la fois pour suivre les effets secondaires d'un traitement. Et là, c'est quelque chose qui est en train de se développer, surtout là, cette appli là aux États-Unis. Mais on va y incorporer justement d'autres éléments pour pas que ce soit uniquement vu le patient comme étant une pathologie, mais avec, comme il a été dit tout à l'heure, on est à la fois un mari. On a des enfants, on a des problématiques qui vont sur l'administratif, sur autre, et donc tout ça peut être intégré aussi pour porter justement dans une application. Et c'est très important que tout ce travail qui est fait soit fait en amont de l'idéation à la réalisation, qu'il y ait le regard du patient qui accompagne ces projets, qui accompagne. Donc moi,
peut accompagner aussi les développeurs de ces applications, les ingénieurs qui travaillent là-dessus, lorsqu'ils sont déjà lancés dans leur travail, et leur dire, voilà, par exemple, ça me semble peut-être pas si clair si on se met dans la peau d'un patient. Et c'est justement, c'est arriver à avoir cette finesse-là et nous, patients, par notre vécu, parce qu'on connaît, on a cette capacité à un moment de dire non, ce verbatim-là ne convient pas là, ces dessins ne conviennent pas. Voilà, et on fait tout pour que ce soit simple, parce que quand on a été patient ou patiente, on s'aperçoit que parfois c'est un peu du charabia, tout ça. Par exemple, dans votre actualité en ce moment, il y a la création, vous me disiez, de documents d'information à destination des patients. Alors en gros, c'est fait par une ancienne patiente ou un ancien patient à destination des patients? Alors non, souvent en fait, les laboratoires ou même dans un hôpital, ils vont faire appel à une agence de communication en santé pour créer leurs documents. Et puis, ces personnes, elles n'ont pas forcément ce vécu. Et quelquefois, on arrive à des aberrations. Donc là, c'est pareil, c'est d'arriver à se dire, si on arrivait à travailler sur ces projets de création de documents dès l'idée avec des patients, on arriverait certainement à faire mieux. Et si en plus on peut arriver à créer des focus group de patients, donc du coup de croiser le regard de plusieurs patients, et bien là on a encore quelque chose qui va avoir une valeur ajoutée supplémentaire. On est dans l'empowerment, la prise de pouvoir par le patient. Exactement. Alors justement, comment c'est vu ça par le milieu médical, par exemple? Parce que vous travaillez aussi parfois avec des directeurs d'hôpitaux, ça peut arriver, ou est-ce que c'est bien vu que le patient vienne mettre son grain de sel? Il m'invite pour l'instant à parler auprès d'eux, mais mon corps, il y a encore, je pense, du chemin. Il y a du chemin. Il y a certains directeurs d'hôpitaux qui sont déjà dans cette idée que, effectivement, pour eux, l'empowerment du patient, c'est une réalité. Même, j'ai rencontré une directrice d'hôpital qui était prête à ce que un patient fasse partie du directoire. Elle a aussi dit combien elle avait des freins de ses propres équipes, parce que évidemment, ça fait un peu peur. Il est plus facile de voir le patient comme étant un objet de soin qu'un acteur du soin. Et un acteur de l'écosystème du soin, c'est encore plus difficile pour certains d'y l'imaginer. Et si on imaginait l'aboutissement ultime, si les directeurs d'hôpitaux vous intégrez, vous patients, ça donnerait quoi au sein d'un hôpital, pour donner votre avis? Directoire. Je pense que d'ailleurs, je crois, je n'ai plus l'exemple, mais il y a quelqu'un qui, il me semble, un patient qui a, je ne sais plus sur quel hôpital, qui a rejoint le directoire. Et ça veut dire que là, on pense l'hôpital vraiment avec l'usager. Pas uniquement que dans ces commissions de contrôle et des plaintes, où là d'ailleurs en plus en représentant des usagers, les représentants des usagers ne sont pas forcément des patients, ça peut être n'importe qui en fait, il suffit d'avoir fait la formation et avoir l'envie de le faire. Donc là déjà ça veut dire que dans beaucoup d'hôpitaux il n'y a pas de patients en fait, dans ces commissions des représentants des usagers, ce qui, à mon avis, est un peu dommage. Donc, mais ça se développe. Vous avez l'impression que ça aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup plus de demandes, il y a plus de postes à pourvoir que de candidats. Ouais. D'accord. Il manque des oui, patients. Oui, il manque et ça va être difficile de pourvoir tous ces postes-là. On va terminer avec cette phrase que vous m'avez dite tout à l'heure. Le patient devient auteur du soin et plus simplement l'objet, le sujet du soin. C'est ça la finalité quand vous montez votre boîte d'expertise patient. Oui, je regarde le dessin. Oui, ben moi aussi, parce que je l'ai dans le dos souvent, prise de pouvoir du patient président. C'est un peu ça. Vous aimeriez arriver aussi haut. En fait, faut enlever peut-être prise le pouvoir déjà.
c'est pas prise de pouvoir, c'est-à-dire arriver là en complémentarité. Ce n'est pas l'histoire de dire on fait la révolution pour aller dire en fait il faut pas non plus être vu comme étant justement des personnes qui vont venir là pour chambouler le système en disant qu'il n'est pas bon. C'est-à-dire juste, faut apporter sa pierre à l'édifice en se disant on n'est pas du milieu médical, on n'est pas là pour aller, on est là pour exprimer aussi ce qu'on a besoin. Ce qu'on a ressenti de l'autre côté. Mais aussi d'accepter qu'on nous reconnaisse comme étant des sachants. Mais des sachants qui ne sont pas des sachants parce qu'on a fait une formation médicale. Ouais. Et d'arriver à vraiment, tout à l'heure, il en parlait de co-construction, c'est d'arriver à être dans cette co-construction, de faire avancer pour arriver ensemble à co-construire un système qui soit plus équitable, peut-être aussi, et en tous les cas, qui pourrait peut-être aussi mieux fonctionner. Et quand on parle d'observance en particulier. Françoise Célin, vous pouvez applaudir, c'est la première fondatrice en France d'une agence d'expertise patient. Est-ce qu'il y a une question dans la salle ou deux pour Françoise? Ça va arranger notre invité qui doit prendre un avion tout à l'heure. Jean-Jacques, alors, pardon. C'est grave, on travaille ensemble. Oui, non, c'est pas ça. C'est que j'étais en train de vous appeler comme le philosophe de tout à l'heure, et je comprends pourquoi, parce que mes fiches sont mélangées. Pour autant, vous allez revenir donner le micro à notre invité, Robert Picard, qui est le prochain sur ma liste. Robert Picard, qui est cofondateur, ça va arriver très vite, cofondateur du forum des Living Labs en santé et en autonomie. Alors les Living Labs, c'est par exemple celui de Nice, mais qui s'appelle, et il a eu la bonne idée de s'appeler en français, Centre d'innovation en usage, d'usage en santé. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ce forum des Living Labs en santé et en autonomie? Qu'est-ce que vous faites au niveau national? Vous observez tous ces centres? Alors, le Forum des Living Labs est en effet un réseau de structures du type du CIU Santé, qui comporte donc entre 30 et 40 structures de cette nature. C'est beaucoup, c'est un des pays où il y en a le plus. Il comprend aussi d'autres acteurs, des associations de patients, des patients experts, des entreprises, des professionnels de santé, des établissements, des laboratoires de recherche qui sont intéressés par la démarche et qui ont envie de coproduire. Le forum est né de la volonté des structures qui faisaient ce genre de travail à partager leur expérience, parce que c'est une expérience en rupture avec le fonctionnement du système de santé. Et donc au début, quand ça démarrait, dans les années 2010, c'était tellement à la marge que ces gens-là n'avaient pas de lieu pour travailler ensemble, pour échanger et pour se rassurer sur le fait qu'ils étaient sur une voie nouvelle mais porteuse. Et ce que fait le forum, c'est très très simple, c'est de créer du lien entre ces structures, de leur donner l'occasion, et puis ceux qui les consultent, de leur donner l'occasion de partager leur expérience, de se dire les choses, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et donc de produire, j'utilise un gros mot, de la connaissance expérientielle. Ouais. Qu'est-ce que ça porte? Voilà, et le forum, c'est ça. Ok, et vous avez une vision globale nationale, puisque vous allez de ville en ville comme ça voir ce qui se passe de bien chez les uns et chez les autres. Je ne mettrai pas ma main comme ça par en dessous, je la mettrai plutôt comme ça par au-dessus. Ah oui, ça change beaucoup la donne. Ça change énormément les choses. Je pense qu'on est dans un pays, n'est-ce pas, qui est le pays de Napoléon, dans lequel on a tendance à dire on administre, son règle, on définit des normes, etc. Donc, et le forum, c'est le contraire, excusez-moi. Allons-y, la main par en dessous. L'implication des usagers, vous qui vivez ça au quotidien, en matière de santé, c'est une réalité aujourd'hui et c'est croissant. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Vous parlez de co-construction entre le monde de la santé et les patients que vous avez en tête ici. Alors je vais donner un exemple, mais avant je dirais quelque chose sur cette notion effectivement d'encapacitation de pouvoir, etc. Je crois qu'en effet, il n'y a ni prise de pouvoir, ni donner le pouvoir aux patients. Ça se négocie. Chacun trouve sa place. Et qu'il y a une expression que j'aime pas du tout, par exemple, c'est mettre le patient au centre. Le patient, il va où il veut. S'il a envie d'être au centre, il est au centre. S'il veut rester sur le côté parce qu'il n'est pas bien à ce moment-là, qu'il a besoin du médecin, il reste sur le côté. Donc on ne place pas le patient, il négocie sa place avec ceux qui sont autour de lui.
Alors je voudrais effectivement prendre un exemple dans un Living Lab qui se situe à Rennes. C'est l'histoire de patients hémiplégiques et qui, parce qu'ils n'arrivaient plus à fonctionner leur fauteuil roulant à cause de la négligence d'un côté et qui rentraient dans le mur, ben c'était dangereux, ils pouvaient s'accidenter, donc on les laissait au lit. Et ça a un peu interpellé les soignants de cet hôpital, les familles évidemment, les patients eux-mêmes. Il y a eu des discussions, il y a une structure qui s'est avérée être un Living Lab dans son fonctionnement, qui s'est penchée sur le problème, qui connaissait des industriels dans le coin, et on a installé sur certains fauteuils, en effet, un système repérant les chocs, ou repérant les parois, comme dans les voitures, pour éviter les accidents. Et avec ce type de fauteuil, si on va dans le mur, le fauteuil s'arrête et on peut redresser la situation. Du coup, voilà, avec un peu de technologie, un peu de bon sens, beaucoup d'écoute de la part des familles, des patients, des soignants, il existe maintenant un fauteuil de roulant qui évite les chocs et qui permet à ces patients, à nouveau et sans aucun risque, de retrouver la capacité de circuler. Et ça, c'est un exemple type de co-construction, donc avec ces patients qui ont donné des instructions de leur côté aussi. On va terminer avec une question que vous posez quotidiennement dans ces Living Labs, comme on les appelle en mauvais français. Comment soutenir l'accompagnant et l'accompagné? Et vous avez une phrase pour ça, vous dites en parlant des accompagnants et des accompagnés, c'est une affaire de retournement. Qu'est-ce que vous entendez par là, entre accompagnant et accompagné? Alors, le forum est impliqué dans un groupement qui est né suite à l'appel à projet du ministère de la Santé, issu du rapport de Christian Saou de France Asso Sensé, justement sur ces questions d'encapacitation et de connaissance patient. Et le jeu était de dire, pour développer ses capacités et ses connaissances, le patient il a besoin d'éducation thérapeutique et plus loin d'accompagnement. Alors il y a une magnifique intervention ce matin sur l'éducation thérapeutique, donc je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. La question c'est qu'accompagner le patient, c'est pas lui dire ce qu'il a à faire, bien entendu, mais c'est lui révéler à lui-même les ressources dont il dispose en tant que personne, à l'intérieur de lui-même, dans son environnement et au travers des patients. Et le travail que l'on fait maintenant est de dire, les associations peuvent partager de patients cette vision, une certaine compréhension de l'accompagnement, et à ce moment-là, elles peuvent effectivement se doter d'outils. Et bien même pour un Living Lab, ce retournement de situation qui est dit, c'est à l'issue de la négociation, le patient se remet en cause, mais le professionnel aussi. C'est à partir de ce moment-là qu'on peut créer, inventer des outils vraiment en innovation de rupture, des outils qui aident justement chacun à renégocier sa place et à trouver sa capacité d'agir. Merci beaucoup Robert Picard, cofondateur donc, du Forum des Living Labs en santé et en autonomie. Question dans la salle. Luigi Flora est très content puisque votre avion est à quelle heure, Luigi? On va vous repasser le micro. En plus, on va vous faire des kilomètres à pied. Est-ce que avant, je voudrais poser un commentaire sur la journée en général. Oui. C'est-à-dire que, en fait, depuis le matin, là, on a parlé beaucoup d'intelligence artificielle, et je voudrais juste revenir, s'il vous plaît, sur ce terme d'intelligence artificielle. Intelligence artificielle, c'est un terme qui vient d'Angleterre, qui vient des États-Unis. C'est un mot anglais. Et intelligence, dans langue anglaise, ça veut dire renseignement. Recherche, renseignement. Renseignement. Ça veut dire que là, on est en train de faire un truc fantasmagorique sur une intelligence artificielle qui fait fantasmer les uns et les autres. Mais ce n'est que du recueil de renseignements. C'est juste D'accord. Non, mais qu'on emploie les termes par rapport à leur linguistique initiale. Alors, je vous représente. Vous êtes patient expert et docteur en sciences de l'éducation au Centre d'innovation et du partenariat avec les patients et le public. Alors, en fait, je suis co-directeur patient d'un tandem patient-médecin avec dans le Centre d'innovation du partenariat. Voilà. Donc David Darmon, je vous présente également parce que vous allez parler tous les deux ensemble. Vous êtes directeur du développement, d'enseignement et de recherche en médecine générale à la faculté de médecine de Nice, Université de Nice-Sophia Antipolis. Je n'oublie rien parce que les titres sont un peu à rallonge. On va commencer par vous, Luigi. Flora, vous allez nous expliquer ce que c'est d'abord ce centre d'innovation du partenariat avec les patients, puisqu'on est tout à fait dans notre thème là. D'accord. En fait, moi je suis un patient qui suis venu à la recherche parce qu'on m'a suggéré, et j'ai appris de ça, de la vie avec la maladie, c'est que
quand mon corps m'envoie un signe, j'ai intérêt à y être attentif. Quand la société m'envoie un signe, j'ai intérêt à y être attentif. Et un jour, on m'a suggéré d'aller porter des idées en milieu académique parce qu'elles auraient plus de crédit. J'ai écrit en 2010 avec 2 autres auteurs français, j'ai rédigé une note de synthèse sur la construction et la reconnaissance des savoirs expérientiels des patients. Et de ça, qui était avec un travail d'hypothèse, avec différents travaux universitaires sur comment on pourrait mobiliser les patients dans le système de santé français. Et puis, il n'y a pas eu de grande stimulation en France. Par contre, on m'a appelé dans une faculté de médecine en Amérique du Nord, au Québec, à Montréal, parce qu'il y a un bureau de l'expertise patient partenaire qui a été créé au sein de la faculté. C'était il y a combien de temps? Ça, c'était 2010. D'accord. Entre-temps, j'avais participé avec Catherine Tourette-Fugis à la construction de l'Université des patients à la faculté de médecine de l'Université Pierre et Marie Curie en France. Et de là-bas, on a commencé à travailler. L'idée du doyen, c'était comment on peut adapter la formation des médecins, comment on peut projeter le médecin du 21e siècle. Donc il a constitué un groupe de patients. Il y a eu cette note de synthèse qui a été importante pour dialoguer entre les médecins et des patients. Et puis très rapidement, quand on est rentré dans les commissions, on s'est rendu compte que ça n'avait pas de sens de penser aux médecins de demain si on ne connaissait pas le patient qui était en face. Ce qui nous a sidérés, c'était qu'en fait, dans une faculté de médecine, qui est une faculté où on fait de l'exercice de la médecine, donc de la relation humaine, globalement, il y avait des cours sur des techniques, mais on ne savait pas à qui on parlait. Donc on leur a dit, plutôt que commencer par définir le médecin de demain, on va définir le patient, parce que le médecin rend un service au patient à partir de données scientifiques. Et de ça, on a créé une direction de collaboration partenariat patient quelques années plus tard. Et on a commencé à développer ça dans l'enseignement, les milieux de soins et la recherche. Et comme moi, je suis français, eh ben, je me suis dit, pourquoi pas le faire en France. D'ailleurs, c'était mon projet d'origine, quoi. Et là, j'ai rencontré Jean-Michel Benatar, qui est présent ici, là, qui est président d'une association citoyenne sur Nice, qui est un médecin de ville, et David Darmon, et le doyen de la faculté de médecine. Et on a commencé à œuvrer pour aller dans cette direction-là. Donc créer du partenariat afin que chaque patient, chaque citoyen, lorsqu'il rentre en contact avec le système de santé par l'un de ses acteurs, puisse avoir la possibilité d'être un patient partenaire de ses soins, ce qui veut dire qu'il faut qu'il y ait un professionnel de l'autre côté, partenaire, parce qu'un partenariat, ça se fait à deux. Exactement. Alors justement, on va passer le micro à David Darmon, qui est à côté de vous, directeur du département d'enseignement et de recherche en médecine. Alors, comment vous travaillez tous les deux ensemble? Comment vous partagez les expériences? Qu'est-ce que vous en faites de ces expériences concrètement? Alors, je suis obligé de raconter un peu aussi mon vécu. Bien sûr. Moi, j'ai été bousculé par cette rencontre. Vraiment changé dans mes représentations. Même si, au niveau du département de médecine générale, on fait un enseignement donc, aux futurs médecins généralistes qui donc, prennent en charge la majeure partie des problèmes de santé présentés par la population, on a toujours développé une optique qui était plutôt l'optique centrée patient. C'est-à-dire qu'on faisait les soins pour le patient. Et vous savez, c'est le Mahatma Gandhi qui disait « Ce que tu fais pour moi, sans moi, tu le fais contre moi ». Et c'est la réalité. C'est-à-dire que si on pense qu'on fait toujours du bien autour de soi, ce n'est pas forcément le résultat escompté. Il faut s'entretenir avec son patient, il faut recueillir ses représentations, il faut avoir une décision médicale partagée. Et la réalité, c'est que ça prend corps dès l'enseignement. Donc on a besoin des patients dans l'enseignement. C'est ce qu'on fait au niveau du CI3P, pour le dire plus rapidement. Donc, c'est quoi le CI3P? Donc le Centre d'innovation du partenariat pour le patient et le public. Voilà, ça sera plus rapide à dire. Très bien. Ça fait partie de l'université du soin? C'est ce qu'on appelle. Alors, oui, donc ça, si vous voulez, ça c'est la partie académique. Et puis donc on a la Maison de la médecine et de la culture, donc, qui est présidée par Jean-Michel Benatar. Et le tout, c'est l'université du soin avec un C, donc pour université, où en fait l'idée c'est de faire du lien entre le milieu académique et puis la cité. Au travers donc de conférences qui sont faites aussi par la Maison de la médecine et de la culture, qui sont des actions d'éducation populaire. Alors, quel type d'exemples concrets vous pouvez nous donner sur ce partenariat fructueux donc, entre les patients, les citoyens et vous, les médecins
Peut-être que Luigi, vous pouvez... Je vais vous donner 2 exemples rapides. Le premier en éducation populaire ou citoyenne dans la santé. On a commencé à organiser, il y a 2 ans maintenant, des séminaires inspirés de la médecine narrative. La médecine narrative, ça vient des États-Unis, c'est Rita Charon, qui est à New York, qui a commencé à dire en fait on n'écoute pas suffisamment le patient. Donc on va passer par la littérature et par l'apprentissage de l'écoute du patient pour faire des récits, pour recueillir les récits des patients. Donc ça, c'est une technique qui est apprise maintenant depuis pas mal d'années, qui commence à se développer un peu partout, mais on fait ça dans un entre-soi. On fait ça entre professionnels de santé, futurs professionnels de santé. Nous, on a monté un séminaire dans la philosophie de la Maison de la médecine et de la culture qui réunit en fait des citoyens. Et ces citoyens sont patients, proches, professionnels de santé, professionnels d'autres choses, pas professionnels. Donc cette Maison de la médecine et de la culture, voilà. Tout le monde y a accès, voilà. Et c'est en gros un forum, quoi. Voilà. Et donc on a fait des séminaires sur des thématiques avec des ateliers de médecine narrative, mais c'est plus de la médecine narrative parce que c'est ouvert à tout public. Et donc il y a une rencontre au travers de récits qui peut en fait commencer à échanger. Et donc ça, c'est un exemple. Et ça, c'est un partenariat avec la faculté parce que ces ateliers se passent dans la faculté, même dans la salle du conseil de la faculté de médecine. Je vais vous donner un deuxième exemple. On mobilise des patients aujourd'hui dans l'enseignement et au printemps dernier, il y a une séquence pédagogique qui s'appelle la clinique du Galet, qui est faite aux étudiants de 4e année, dans lequel on faisait venir des acteurs. Donc les étudiants voyaient le dossier médical d'un patient, puis après il y a un acteur qui jouait le patient. Et un jour, on nous a proposé d'y inviter un patient. Et donc on a invité un patient et on a co-conçu la séquence pédagogique, le CI3P, qui n'était pas encore constitué officiellement, mais le CI3P, ce patient, dans le format qui était le format proposé, mais dans lequel on a créé une intervention avec le patient. Et là, on a mis un patient à la place d'un acteur. Et la donne, elle a naturellement changé. Et donc, c'est comment on transforme en concevant avec des patients et des professionnels de santé un dispositif où on essaie de réduire les écarts de perception qui ont été évoqués au préalable. Alors, justement, on va poser la question aux médecins enseignants que vous êtes. Ça a changé votre façon de travailler, ça a changé votre vision du métier visiblement, mais ça implique quoi aujourd'hui quand vous réfléchissez avec vos étudiants sur la médecine en général? On ne met pas le patient au cœur, j'ai bien compris, mais vous faites quoi avec le patient du coup? Alors, on le prend comme un partenaire, c'est-à-dire qu'on va élaborer ensemble. Vous savez, dans les années 80, quand il y a eu l'épidémie du VIH, c'est surtout les patients qui ont apporté des solutions aux médecins qui étaient complètement perdus par rapport à une épidémie qui arrivait dont ils n'avaient aucune connaissance. Donc il faut vraiment, c'est un travail ensemble, on produit du soin ensemble. C'est Angela Coulter qui dit qu'il y a un patient dans une année, un patient chronique qui est capable de produire plus de 6000 heures de soins sur une année. En réalité, quand il va voir son médecin, il va le voir, allez, une fois par mois, et puis il ne va pas le voir 1 heure. Donc vous imaginez bien qu'à un moment donné, il faut que le patient il soit en autonomie, donc il faut qu'on le guide, et il faut qu'on soit dans cette optique-là. Et de plus en plus, avec des outils d'autonomisation, l'empowerment, il est là en fait. Hein. Il est dans le fait qu'il va falloir aider le patient à produire ses soins pour lui-même. C'est le premier soignant. Et est-ce que vous avez un exemple d'une solution très, très viable qui vous a mis au point grâce aux patients ? Votre question elle est étonnante parce qu'en fait, du coup, c'est le soin quotidien maintenant. En fait, on est dans ce paradigme-là de partenariat. Okay. En fait, si on doit parler de normes, ça doit être la nouvelle norme, mais en fait, on ne fait que remettre le patient dans son rôle. Le problème qu'on a, après, si on doit un peu sortir du ronronnement et de la convenance, c'est... Vous savez, moi, quand j'ai fait mes études de médecine, j'étais dans des services où... En fait, on présentait les patients plus par leur maladie que par leur personne. Ça, c'est une nouvelle façon de voir le patient aussi. Évidemment que là... On en a beaucoup parlé aujourd'hui. Quand on propose des soins, quand on discute des soins avec un patient, derrière, lui, il part avec ça. Je veux dire, quand on fait de l'éducation thérapeutique au sein d'un hôpital, c'est très bien, on lance les choses. Alors, le problème, c'est que la nourriture, elle est faite à l'hôpital,
qu'il n'a pas trop d'autre choix que de manger ce qu'il y a à l'hôpital, et quand il rentre chez lui, voilà. C'est autre chose. On se reconnecte à la Donc, réalité, on reprend le mauvais pli. Donner des soins, ou en tout cas réfléchir aux soins d'une personne, c'est réfléchir aux soins d'une personne dans son milieu de vie de tous les jours. Je veux dire, c'est complètement hallucinant de réfléchir les soins décontextualisés. C'est aberrant. Et une fois que vous avez réfléchi au partenariat, que vous dites qu'en fait vous avez un partenaire en face, vous ne pouvez plus réfléchir autrement. Et à chaque fois qu'on parle de décision médicale partagée et qu'il n'y a pas de patient qui peut témoigner ou réfléchir, qu'on ne met pas en place un environnement capacitant pour que les patients puissent s'exprimer, qu'on met des patients à tir-larigot dans tous les comités pour faire bien. Vous avez vu, on a notre patient, il est beau, hein, mais en fait, ils sont pas on ne leur donne pas les outils pour pouvoir prendre la parole et pour pouvoir décider. On se plante complètement. Donc, et là, on y va vraiment. Luigi, vous qui êtes un patient expert, vous avez l'impression que aujourd'hui, on vous écoute beaucoup plus et que dans l'avenir, on écoutera beaucoup plus le patient, la puissance du patient, le pouvoir du patient, il est là ? Alors, à titre individuel ou à titre collectif ? Parce que moi, à titre individuel, je peux vous dire que on vous écoute. C'est assez personne dépendante, quoi. Ça dépend de la personne, le professionnel de santé, qu'il soit médecin ou autre, en face de qui je suis, et souvent il est lui-même dépendant de l'organisation dans laquelle il est. Donc on va demander aux médecins si les médecins écoutent plus. Vos jeunes que vous formez aujourd'hui, demain ils écouteront plus le patient, ils vont donner plus le pouvoir au patient. Mais ils n'auront pas le choix. Ce sera la nouvelle norme. À partir du moment où vous espérez que, en médecine générale en particulier, vous savez, on les revoit les patients. Les patients reviennent en vous disant ça n'a pas marché, ça n'a pas été, vous cherchez des solutions et à un moment donné, si vous changez de paradigme et que vous vous dites en fait il faut que je fasse avec ce que me dit le patient et ce que le patient veut pour lui parce qu'il a estimé que c'était ça qui était bon pour lui, vous arrivez à d'autres résultats. Et c'est quand même ça le propre du soignant. Et le mot de la fin à Luigi concernant donc cet empowerment, pour parler avec ce terme. Aujourd'hui, si on veut être un patient, peut-être qu'il y en a dans la salle ici qui veulent aider les médecins que vous représentez ici, on fait comment ? Vous écrivez à l'adresse internet ci3p@univ UNIV-côte-d'Azur-tout-collé.fr et puis on prendra contact avec. Il y a un on lieu reprend physique contact. aussi. La faculté de médecine. Ouais. S'il y a des questions, c'est le moment, parce qu'après il va falloir qu'on libère nos invités. Questions dans la salle concernant ce pouvoir des patients. On a Éric Balèze qui représente bien ces patients qui ont... Éric Balèze qui fait partie du CI3P. Forcément, ouais. Non, c'est vrai, ce que je peux témoigner, c'est qu'à l'époque, quand j'ai monté le programme d'éducation thérapeutique au CHU de Nice, il n'y avait pas encore la loi HPST qui définissait en fait cette ETP avec la demande d'autorisation à l'ARS. Et c'est vrai que j'avais été voir le patron du pôle digestif et en lui disant moi j'aimerais monter ces séances d'éducation thérapeutique. Il m'avait dit oui, mais alors pas du tout convaincu. Mais il m'a dit oui, tu le feras avec la psychologue. Et c'est vrai qu'on a commencé comme ça, et puis c'est vrai que j'avais demandé à ce qu'on se voit tous les mois pour justement donner la dynamique, coordonner et tout ça. Et puis finalement, c'est passé une année, et puis c'est vrai, j'avais des patients du patron du pôle digestif, et puis il est venu vers moi, et c'est ça qui m'a fait vraiment en plus continuer, d'un air assez agressif. Oui, mais comment veux-tu que je le sache si la gamine ne me dit pas qu'elle a mal ? Tout simplement parce qu'en fait, cette jeune fille s'était livrée à moi, et pas donc au médecin. Et ça, c'était la première chose, c'est de lui expliquer, oui, tu es médecin, tu es professeur, tu as la blouse blanche, tu fais 2 mètres, 120 kilos, c'est vrai que ça peut aussi impressionner. Et puis et maintenant, il ne rate pas une seule réunion d'éducation thérapeutique. Donc on voit qu'il y a du changement. C'est vrai que c'est long, mais en tout cas, je pense que oui, on peut apporter énormément en tant que patient partenaire. Et oui, parce qu'on se confie parfois plus à quelqu'un qui souffre de la même maladie que soi qu'à effectivement un médecin qui peut faire peur avec sa blouse blanche. Robert Picard. Oui, je voulais juste faire un commentaire. Vous m'avez posé la question de qu'est-ce que c'était que ce retournement de situation évoqué dans la préparation. C'est exactement le témoignage que vient de faire David Darmon. La révolution qu'il a vécue, c'est ça, ce retournement. J'ai rien à rajouter. Oui. C'est ça. Monsieur, oui. Oui. Vous ne pensez pas qu'il y a à peu près la question de temps, le temps compté des médecins par rapport au ressenti du malade et
Ça peut lui prendre du temps au médecin, c'est ça? Peut-être inutilement. Voilà. Voilà, de rentrer dans ce Je vais répondre en tant que médecin, alors, du coup. Parce qu'on le rencontre souvent, finalement. Alors, et il y a aussi... Il faut faire la part des choses, c'est ce que vous voulez dire. Il y a des gens qu'il faut peut-être écouter moins que d'autres ou plus que d'autres. Je pense qu'il faut mettre tout le monde sur le même piédestal. L'égalité, ce serait et en fait, en plus, au niveau approche, c'est vrai qu'on va voir le médecin quand on est malade, mais c'est jamais l'inverse. Bon, c'est vrai que ça serait... ça pourrait rentrer dans le serment d'Hippocrate que le médecin aille. Le médecin, c'est l'utopie, je pense. Bon, moi, je lance comme ça. Je lance ça comme ça. Qui auraient souffert d'une maladie qui sont aujourd'hui. Comment vous voulez dire que le médecin aille voir aussi des personnes qui ont souffert? Oui, je vous donne un exemple. Moi, mon généraliste m'a appelé au début quand il était sur Nice. Bon, il m'a appelé au début comment ça allait. Bon, il m'a appelé une fois, quoi. Bon, bref. Et je pense qu'il m'a appelé, c'est déjà bien, parce qu'il y en a qui... Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je ne parle pas de... Vous pouvez penser que je fais de l'assistanat, là. Ce n'est pas une question d'assistanat. Non, non. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'écouter Je reprends votre question du départ, hein, c'est ça les... Non, il y a des changements de pratique à opérer. C'est indéniable, mais une fois qu'on écoute un patient... Vous savez, il y a beaucoup de données là-dessus. En gros, les médecins, ils coupent la parole aux patients en moyenne dans les 30 secondes qui suivent le début de l'entretien. Nous, dans nos enseignements, on fait plutôt un exercice où justement les médecins doivent écouter au moins pendant 2 minutes sans rien dire. Ça change tout. Au bout de 2 minutes, le patient il a pu tout dire, souvent, beaucoup de choses, et surtout il a été sur des terrains que le praticien n'aurait pas été investigué, il n'aurait pas été cherché, pas poser des questions là-dessus. Donc déjà, ça c'est une première chose. Et puis après, une fois qu'on comprend comment en fait, la prise en compte de toutes les représentations, de toutes les problématiques des patients pèse dans l'élaboration des soins, vous êtes obligé d'accorder ce temps-là. Et plus vous accordez du temps au début, moins vous allez en perdre plus tard. Parce que le problème, souvent, c'est que d'une consultation à l'autre, le praticien n'écoutant pas forcément, il n'écoute pas l'information centrale. Et le patient revient. Et le patient n'a pas eu le temps de dérouler, parce qu'en fait, il y a un temps où on se rencontre, où il y a le climat qui s'instaure, et puis les choses arrivent petit à petit. Mais c'est un temps qui est incompressible, ça. Donc, même stratégiquement, et même si vous êtes dans une optique de gain de temps, comme vous le dites, vous avez quand même intérêt à être dans cette optique-là, parce que c'est du temps gagné sur la durée des soins du patient. Après, sur ce que vous avez dit, au début, le médecin, il vous appelait, très certainement qu'au début, il avait plus de temps et moins de patients. Maintenant, on est sur des dispositifs qui ont l'espère avec les délégations de tâches, délégation d'actes, de certains actes techniques, le soutien des médecins généralistes qui arrivent de plus en plus dans le cadre des regroupements pluriprofessionnels. En fait, ça nous dégage du temps. Et donc, c'est un virage qui est en train de s'opérer. On espère que ça va aller jusqu'au bout. J'espère que votre généraliste va vous rappeler bientôt. Merci. Bravo. Des questions dans la salle? Peut-être un micro qu'on peut balader dans la salle ou pas? Merci en tout cas. Tiens, on va regarder Alors, 4e table ronde, empowerment. Le mot de la fin, the end. Oui, ça me paraît clair. Merci, on peut applaudir Jean-Jacques Beltramo, qui nous a accompagnés avec ses dessins d'illustration et qui nous a fait un très joli cours de rigolothérapie au démarrage. Merci beaucoup, c'était une première édition qui s'achève pour ce centre d'innovation et d'usage en santé de Nice qui a permis de se faire rencontrer des publics qui parfois se parlent de façon digitale sans forcément se voir. Aujourd'hui, c'était le cas. Et puis les patients aussi qui étaient là pour profiter de ces scientifiques et de ces patients experts comme Éric Balèze et d'autres. Merci en tout cas d'avoir été là et bonne fin de journée à vous toutes et à vous tous. Merci.